And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Il est 18h15, bienvenue pour ce 18e épisode d'Azurément Sport. Au menu ce soir, en football, l'OGC Nice a pris une claque face au PSG. Du côté de l'AS Monaco, ça va plutôt bien avec la victoire face à l'Olympique Lyonnais. En rugby, défaite pour le RCT en top 14, alors que le Nice à rugby continue sur une belle série en National 1. En basket, la Roca Team remonte la pente. En volleyball, Nice s'offre une dernière victoire en saison régulière. Et en dossier de la semaine, on parlera hockey sur glace, cap sur le match 6 et dernier match des playoffs pour les Aigles de Nice. Mais avant ça, on refait le week-end avec vous, Anthony Marquez. En National 2, l'AS Cannes frappe un grand coup. Le derby face à Fréjus n'a pas connu de grand renversement. Les Cannois ont élevé le compteur à 4-0, doublé pour Abderrahmane et Gerbeau. Les hommes de Mathieu Chabert prennent donc la tête de la poule C. Prochain match samedi sur la pelouse toulonnaise. Et de leur côté, les Grassois s'offrent enfin un bol d'air. Face au FC Rousset, lanterne rouge du championnat, les hommes de Loïc Chabat sont tenus le cap, notamment avec un doublé de Bentil. Score final 1-4, les Grassois pointent donc à la 12e place du classement avec 25 points. Rendez-vous samedi à Andrézieux. En Pro B, les Sharks se coulent. Ils concèdent une 3e défaite d'affilée face à La Rochelle, 65-83. Pas de rythme, pas d'adresse et forcément peu de réussite. Les hommes de J.D. Jackson ne sont pas montrés sous leur meilleur jour. Et avec ça, la zone des playoffs s'éloigne. Les Antibois sont 14e. Prochain match, ils recevront Poitiers, 7e au championnat. En MotoGP, le retour du Brésil n'a pas souri à Fabio Quartararo, pourtant parti à la 4e place. Le Niçois termine la course 16e et Johan Zarco 9e. Le Cannois est satisfait de sa course, mais son week-end avait mal commencé avec sa chute en course sprint. Les deux Azuréens ont rendez-vous ce week-end pour le GP des Amériques à Austin. On parle football désormais. Oh, le but sublime de Marnès à Cliouche, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azurément Golf. Ça chauffe pour l'OGC Nice en vue du maintien. Les Niçois pointent à la 15e place, à 5 points d'OCR barragiste qui a gagné samedi. Et ce week-end n'a rien arrangé. À l'Alliance Riviera, les hommes de Claude Puel se sont lourdement inclinés 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Daniel Kolchanov. Et Nice a pourtant tenu bon jusqu'à la 42e minute et cette main de Morgan Sanson dans sa surface qui a obligé l'arbitre à siffler penalty. Une main qui a beaucoup fait débat puisque le tir topé de Désiré Doué va effleurer le bras de Sanson. Mais le mal est fait et c'est Nuno Mendes qui a transformé le tir au but dans le petit filet droit en prenant à contre-pied Yehvan Diouf. 1-0 pour le PSG. La défense niçoise a longtemps évité l'inévitable en première mi-temps avec plusieurs sauvetages de Diouf et Djoumaba sur une tête de Kvaratskhelia, mais a finalement fini par plier. Et le vrai craquage intervient en seconde période, Daniel. Désiré Doué fait le break à la 49e minute après un déboulé de Nuno Mendes sur son côté gauche. Le Portugais pénètre dans la surface et la transmet à Doué au point de pénalty qui envoie le cuir sous la barre. 2-0 pour Paris. Et le cauchemar a continué pour sa première titularisation depuis sa blessure au ligament croisé en avril 2025. Youssouf Ndiaye Chimiye a écopé d'un carton rouge. Le Burundais écrase le tendon d'Achille de Kanginli. La sanction ne souffre d'aucune contestation. Le Niçois a laissé ses coéquipiers à 10 pendant une demi-heure et 30 minutes ont suffi aux Parisiens pour accélérer et en passer 2 de plus. Le petit Dro Fernandez, arrivé cet hiver en provenance du Barça, a marqué son premier but en professionnel avant que Warren Zaïre-Emery ne clôture la soirée de son deuxième but de la saison. Paris reprend donc son trône de leader à Lens avec 1 point d'avance et 1 match en moins. Le gym se déplacera à Strasbourg après la trêve internationale pour continuer son opération maintien. Les Aiglons restent sur une victoire lors des 8 dernières journées de Ligue 1, un véritable rythme de relégable. Et à Monaco, il fait grand soleil. Les Monégasques se sont défaits du piège lyonnais au Groupama Stadium en l'emportant 2-1, Daniel. Et le match avait pourtant mal démarré, les hommes de Pocognoli ont été dominés et ont succombé aux attaques lyonnaises. L'ASM a encaissé le premier but à la 42e minute par l'intermédiaire de Pavel Schulz, après un super débordement et un centre en retrait d'Hendrick. 1-0 pour l'OL. Les Gones ont essayé d'enfoncer le clou avec Corentin Tolisso qui tape le poteau de Radecki. Les Monégasques s'en sortent bien et rentrent au vestiaire un peu déboussolés. La pause a fait du mal aux jambes lyonnaises et du bien aux têtes monégasques, Daniel. L'ASM s'est remis la tête à l'endroit et c'est Marnès Agliouche qui s'est chargé de la révolte à l'heure de jeu. Convoqué dans la liste de Didier Deschamps avec l'équipe de France jeudi, le Monégasque s'en est allé d'un but splendide. Depuis sa moitié de terrain, Jordan Tézé réalise une transversale vers Akliouche dans la surface lyonnaise. Le joyau crochette Mata du pied gauche et allume Greif de son pied droit.
un partout à l'heure de jeu. 10 minutes plus tard, Corentin Tolisso fauche à Cliouche dans la surface, alors que l'international français armait sa frappe. Pénalty pour Monaco. Folarin Balogun se charge de transformer la sentence d'un tir dans le petit filet gauche. 2-1 pour Monaco à 20 minutes de la fin. La rencontre s'enflamme et les deux équipes se rendent coup pour coup sans réussir à marquer. Nicolas Tagliafico a même hérité d'un carton rouge pour un tacle appuyé sur Lamine Camara en fin de match. Mais l'ASM ne rompt pas et enchaîne ainsi une 6e victoire de rang en Ligue 1, qui plus est contre un adversaire direct dans la course à la Ligue des Champions. Avec cette 4e place, l'OL fait du surplace et voit Monaco revenir à 1 point. Lors de la prochaine journée, le club du Rocher va devoir se coltiner le 3e avec la réception de Marseille. Seulement 3 points séparent les deux formations. La fin du championnat s'annonce très excitante. Cap sur le rugby désormais. Une semaine après la victoire de 15 de France dans le tournoi des 6 nations, le rugby de club reprenait ses droits et les champions Charles Olivon, Baptiste Serin et Gaël Dréan retrouvaient le RC Toulon et le Stade Mayol ce samedi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Rouges et Noirs, battus par le Stade français 46-27. Joseph Jaricot. Plus d'un mois après le dernier match à domicile, déjà perdu 34-14 face à Clermont, le RCT voulait laver l'affront. Et sans victoire en top 14 depuis un mois, il n'y avait pas de place à la fête pour les Français auréolés du titre titulaire, hormis Jean-Baptiste Gros laissé au repos. Au coup d'envoi, 4 points séparaient les Parisiens 6e, des Varois 7e. L'opportunité était donc énorme pour les hommes de Pierre Mignoni de se rapprocher des places qualificatives en phase finale. Mais Paris commence très fort, Joseph. 5 minutes suffisent pour que l'arrière Léo Barré ouvre le score après une pénalité rapidement jouée, transformée par Louis Carbonel, enfant du club varois. Un premier coup dur suivi d'un deuxième, puisque Teddy Bobigny laisse sa place à Gianmarco Lucchesi, blessé. Mais le RCT réagit grâce à son entrant. L'Italien inscrit un premier essai à la 12e, puis un second 15 minutes plus tard en supériorité numérique. Après le carton jaune de Paul Allo-Émile, les locaux sont devant 17-7. Et pourtant, Toulon, de nouveau à 15-14 après l'expulsion temporaire de Mathieu Irigoyen, se relâche. Léo Barret trouve un superbe 50-22 et joue rapidement la touche pour son demi-mêlée Thibaut Motassi pour l'essai. Et Paris n'est plus si loin, bien aidé par une défense varoise surprise et digne de cadet. Si Marius Daumont ajoute 3 points, le RCT craque juste avant la mi-temps après une réalisation en force de Martin Scelso, 21-20 pour Paris à la pause. Et la deuxième période est cauchemardesque pour les Toulonnais. Dès le début, on a compris que le vent avait tourné. Lewis Ludlam commet un en avant sous les perches à la 45e alors que l'essai était tout fait. Puis Baptiste Serin sort 2 minutes plus tard, touché à l'épaule droite. Ensuite, une succession de cadeaux de la part des locaux, une touche balbutiée devant leur en-but pour l'essai de Mathieu Irigoyen à la 52e, un carton jaune pour le pilier Danen Brennan pour sa première action qui permet à Carbonel de passer 3 points supplémentaires, et enfin une interception de Motassi sur une passe de Saint-Zel dans ses 22 mètres pour l'essai de Joe Marchant avant l'heure de jeu. Les carrés creusés, 20-38, le tout en moins de 10 minutes. Et malgré une réaction tardive, Toulon s'incline largement. À 2 minutes de la fin, Esteban Abadi pense priver le Stade français du bonus offensif en franchissant la ligne pour la 3e fois de la saison. Mais ce n'est que partie remise, puisque sur la dernière action, les Franciliens le récupèrent après une relance parfaitement conclue par Léo Barré pour parachever la victoire parisienne en beauté. Les Roses et Bleus, vainqueurs au match aller 51-24, remportent par la même occasion le trophée Christophe Dominici en l'honneur de l'ancien ailier passé par les deux clubs, pour la première fois depuis son instauration en 2021-2022. Pour Toulon, en revanche, c'est la douche froide. Les hommes de Pierre Mignoni glissent à la 9e place et se retrouvent à 9 points de leur adversaire du jour. Samedi prochain, le RCT se déplacera sur la pelouse de l'USAP, aussi défait à domicile le week-end dernier 28-32 contre Lyon. Un match qui ressemble à une balle de match si les Varois souhaitent accrocher les phases finales en fin de saison. Et de 6 pour les Niçois, invaincus depuis le 23 janvier à Massy. Les Aigles se sont imposés samedi à Lille face à Marc-en-Barœul et renforcent leur 2e place, Joseph. Nice marche sur l'eau en ce moment. Même les déplacements piégeux ne résistent pas aux Azuréens, car même maintenu après les forfaits de Tarbes et de Niort, le match face au 12e Marc-en-Barœul du championnat avait tout du traquenard. Et la première période l'a confirmé. Si Henry Purdy ouvrait le score après un excellent travail et une passe après contact de Bastien Berengel à la 12e minute, le pack nordiste répondait 5 minutes plus tard aux hommes de Gareth Baber et passé devant 7-5. Mis sous pression, Nice doutait et encaissait de nouveaux points par le pied d'Antunes pour se retrouver mené 13-5. Et quand le doute s'installe, le mieux est de se redonner confiance grâce au basique. Et c'est ce qu'ont fait les Maralpins. Un ballon porté à quelques minutes de la mi-temps pour le 8e essai cette saison de Patrick Leafa, 13-12 à la pause. Et en 2e période, les Aigles ont fait la différence pour continuer sur leur belle lancée. Même si Patty Fleming redonnait 8 points d'avance aux nordistes sur un essai transformé par Antunes en coin 2 minutes après le coup d'envoi de la 2e période, Nice repartait vers l'avant.
Le pilier Moudariki lançait les grandes manœuvres en force avant que Léo Chauvin sur un maul ne permette aux Rouges et Noirs de repasser devant 24-23. Le coup de grâce était donné par Hugo Sarrazin, auteur d'un essai dévastateur cassant 3 plaquages lillois pour donner une avance définitive aux Niçois, 29-23. À 3 journées de la fin, Nice est deuxième à 3 points d'Albi et 5 d'avance sur Narbonne. Adversaire que les Aigles recevront le week-end prochain au stade Marcel Volo pour une première finale entre deux favoris à la montée en Pro D2 la saison prochaine. Et coup d'envoi samedi à 18h. Et direction le Rocher où ça va mieux pour l'AS Monaco Basket. 3 Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Tout a l'air d'aller mieux pour la Roca Team. 2 victoires la semaine dernière pour les hommes de Manuchar Maïkochvili. La première jeudi face à l'Anadolu Efes en Euroleague 93-98 et la seconde en Betclic Elite face à Gravelines Dunkerque. Une victoire qui permet de sortir la tête de l'eau après leur défaite face à Nancy. Anthony. C'est ça Lisa, Monaco retrouve très rapidement la victoire en championnat. En déplacement dans le nord de la France, il ne fallait pas prendre froid au stade des Flandres pour les Roca Boys. C'est toujours sans Nicolas Mirotic et Mike James, tous les deux blessés, que le match débute et ce sont d'abord les Dunkerquois qui vont mener au score pendant une bonne partie de ce premier quart-temps sans vraiment prendre l'avantage grâce notamment à Mathieu Strazel qui maintient les siens. Les deux équipes n'ont pas encore réglé parfaitement la mire, beaucoup de déchets, beaucoup de tirs manqués, mais à 3 minutes de la fin du premier quart-temps, les Monégasques prennent enfin la main, mais Gravelines Dunkerque n'a pas dit son dernier mot et revient très vite pour mener à la fin de ce premier quart-temps. 0% à 3 points pour 5 petits tirs pour les hommes du Rocher. La Roca Team doit trouver une autre solution, Anthony. Effectivement, Lisa, ce ne sont pas les 2 tirs derrière la ligne à 3 points qui ont aidé les Monégasques dans cette deuxième quart-temps, mais Blossom Game et les siens continuent dans leur bonne dynamique et reprennent la main dès les premiers instants du second quart. Après 3 minutes de jeu, la Roca Team est à +8, mais ils vont laisser les Maritimes revenir à 2 unités. Ils ne lâchent pas l'affaire et comptent devancer les Monégasques avant la fin de la première mi-temps. Mais ils n'y parviendront pas. Juan Bégarin inscrit le deuxième 3 points de la partie pour permettre de creuser le score. D'ailleurs, l'international français s'impose de plus en plus dans le roster depuis le départ de Vassilis Panoulis. Les joueurs du Rocher dominent cette première période, 39-47, +8 à la mi-temps. Monaco se rassurait et en bonne passe de remporter le match, n'est-ce pas Anthony ? Et oui, à la sortie des vestiaires, les Monégasques veulent plier le match. Les nordistes s'entêtent à 3 points, Monaco un peu moins, à l'image de Mathieu Strazel à la baguette qui envoie ses coéquipiers en l'air pour de beaux alley-oop. La Roca Team maintient donc son adversaire à l'écart, 55-64, +9 pour cette dernière partie. Un écart que les Roca Boys vont maintenir aisément dans le dernier quart-temps malgré l'insistance des Maritimes. Hormis la panne d'adresse à 3 points, les Monégasques ont collectivement géré ce match offensivement pour le remporter, 77-89, mais également défensivement où ils n'ont pas cette fois-ci été submergés au rebond. Enfin, face à la 14e équipe de Betclic Elite, Monaco ne devait pas flancher. Toujours leader du championnat, le Monaco Basket assoit sa domination en Betclic Elite. Les Monégasques s'apprêtent à recevoir dans quelques minutes l'Olympia Milan en Euroleague à 19h. Ils enchaîneront avec le déplacement vendredi à Athènes face au Panathinaikos et la réception dimanche en Betclic Elite du Mans. On parle volley désormais avec le dernier match de saison régulière. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Le Nice Volley sur une mauvaise série recevait Chaumont en dernière journée de saison régulière de Marmara Spike League. Une rencontre pas évidente pour les Niçois, déjà presque assurés de jouer en play-in. Chloé Robin. Un match décisif pour la qualification en play-in des Niçois avec comme avantage d'être à la maison. A l'inverse, leur adversaire Chaumont, 12e, n'avait plus rien à jouer. Ils ne sont pas non plus venus les mains dans les poches. Les Blancs ont donné du fil à retordre aux Bleus qui l'emportent 3-2 au 5e set grâce à son pointu, David Dulski, auteur d'une performance exceptionnelle dans ce tie-break. Sur la rencontre, il a marqué 29 points et réussi 5 aces. Logiquement élu MVP, Brice Donat souligne la performance du Polonais. Gros point positif, c'est la réaction collective et surtout la réaction aussi du pointu qui a pris, on va dire, le tie-break en main. Il a fait une série de services incroyables, il a fini, on va dire, le tie-break, il l'a fini à lui tout seul, quasiment. Et alors ce premier set, il est pour qui, Chloé ? Il est pour les visiteurs. Fébriles, les Eagles sont en difficulté au bloc et à la réception.
Bon nombre de services ont fini dans les filets de part et d'autre. Nice s'incline 23-25. Heureusement, leur réaction arrive vite. Dès le début du deuxième set, les Eagles haussent leur niveau de jeu en réalisant Monster Block et Super Spike. L'écart se creuse, Palmera pousse, 25-19, les Niçois sont revenus. Un partout donc, rendez-vous dans le troisième set pour savoir qui prend l'avantage. Eh bien, ce sont les hommes de Brice Donat qui l'emportent 25-18. Shea Lieberman réalise 2 aces, les attaques sont précises, le bloc au filet est redevenu le mur habituel. Autant dire un récital technique sur tous les points, et ça fait plaisir. Alors on imagine Nice bien en place et le match s'arrêtait là, dans le quatrième set. Ça aurait pu, mais non. Les Eagles mènent jusqu'à plus 6 avant de voir Chaumont revenir à 19-19. Là, tout s'effondre. Service manqué et block-out, les visiteurs en profitent. Bien portés par Alex Arema et Joshua Marty, ils réduisent à néant leur hôte 23-25. Direction l'ultimate pour départager les deux équipes. Sonnés, les Niçois sont d'abord menés et le doute s'installe. C'était sans compter sur le réveil de David Dulski. C'est simple, dans ce tie-break, tout lui réussit. Le Polonais marque point sur point et réussit 2 aces. Son compère, Shea Lieberman, réussit un monster block. L'espoir renaît, la confiance aussi. Palmera sait que la rencontre ne peut leur échapper et ils ont raison. La reine explose sur un service dans le filet de Chaumont, victoire 15-10. Évidemment que j'aurais préféré gagner 3-1, ça aurait physiquement pesé un peu moins dans les jambes des joueurs. Mais j'ai envie de dire que le scénario est bien, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont été puisés dans leurs ressources physiques et puisés dans leurs ressources mentales. Parce qu'aller arracher un tie-break, comme on l'a fait, c'est jamais simple. Et ce qui prouve que voilà, les joueurs ont de la ressource. Mason Briggs, le libéraux, revient sur la saison. Oui, je suis fier. La saison a été longue. 7 mois, voire plus depuis qu'on a commencé l'entraînement. Ça fait beaucoup et c'est génial de voir que tout cela marche et prouve que l'entraînement et la saison ont été bonnes. Bien sûr, on a vécu des très bons moments pendant le championnat. On a perdu contre des équipes pendant des matchs assez difficiles. Et regoûter à la victoire et avoir de nouveau du succès pendant les play-ins, même pendant la finale de la Coupe, c'est vraiment génial. Donc on est vraiment content avec ça. Et oui, puisqu'une semaine très importante attend les Niçois désormais. Effectivement, Lisa, les Eagles doivent vite récupérer car en 7 jours, ils disputeront 3 matchs. Ça commence ce mercredi avec le play-in aller face aux voisins cannois, puis l'échéance la plus importante de la saison avec la finale de la Coupe de France, disputée ce samedi à l'Adidas Arena face à Paris devant 8000 personnes. Forcément, ça fait rêver. Surtout cette année pour le club niçois cinquantenaire qui souffle ses bougies. Ramener la coupe à la maison serait le plus beau des cadeaux qu'ils puissent offrir à leurs supporters, la cerise sur le gâteau d'une saison qui peut d'ores et déjà s'avérer historique. Un comeback historique en toile de fond, 2 victoires pour Nice, 3 pour Angers, voilà le décor hier soir à Jean-Bouin. Match couperé, pression maximale, les Niçois arrivent sur la glace avec le couteau entre les dents. Pour rappel, les hommes de Marc-André Levesque étaient menés 3-0 dans cette série de play-offs, mais une série ça sert aussi à ça, écrire l'improbable. Et Nice, cette saison, a fait de la remontée une signature, immersion dans ce match 6 avec toi Lisa. Et oui, Anthony, l'ambiance était électrique, incandescente même, à Jean-Bouin. Et pour allumer la mèche, qui d'autre que le duo Loiseau-Munier, percé côté droit face au gardien, Loiseau décale parfaitement. Jordan Munier, le top scorer, ne tremble pas. Nouveau maillot, même efficacité. Jacob Smith est déjà battu après seulement 3 minutes. À peine assis, le public est debout. 1-0 pour Nice. Et il faut le rappeler, quoi qu'il arrive, le parcours des Aigles en Ligue Magnus est déjà historique. Jamais il n'était allé aussi loin. Mais ils en veulent encore et ça se voit. Le capitaine Nicolas Ruel donne le ton. Servi par Henrik Rommel et Jesper Larinma, il trouve le fond des filets après 6 minutes de jeu. 2-0 en tribune. On commence déjà à rêver des demi-finales. Et c'est peut-être là que tout bascule, Lisa, non ? Exactement, parce que dans les sports, plus on monte haut, plus la chute est violente. Après un deuxième tiers fermé, verrouillé, le score reste à 2-0. L'espoir grandit, la tension aussi. Mais Olivier Archambault va tout faire basculer. En 10 minutes, il renverse le match à lui seul. 2 buts, une passe décisive. Le casque d'or angevin prend le contrôle total de la rencontre. Et d'un coup, c'est le silence. Une clim glaciale s'abat sur Jean-Bouin. Marc-André Lévesque, coach des Aigles, a du mal à trouver les mots.
Parce qu'on a un peu perdu le contrôle de nos émotions, même si c'était les 2 buts rapides nous ont fait mal. Et on a ouvert le jeu et on n'a pas fait de la série. Et on a payé cash et on est des joueurs talentueux. Et voilà, on l'a vu. Et voilà, donc c'est frustrant. Mais bon, il y avait un petit stress de plus aujourd'hui. Je pense que les gars, vraiment, on y croyait jusqu'au bout. Ça a été bien pour la plupart du match. Et comme j'ai dit à la fin du match, les 2 buts nous ont fait mal et puis voilà. Donc on voulait mettre Nice sur la map, je pense que c'est fait, je pense qu'on a gagné le respect de toute la Ligue Magnus. Et forcément, cette défaite laisse un goût amer. Nicolas Ruel donne son sentiment sur la rencontre. C'est dur, c'est comme je l'ai dit à tout le monde, c'est dur de trouver les mots, mais voilà, on a fait du mieux qu'on a pu. Je pense qu'on n'a pas laissé ça facile à Angers. On méritait peut-être mieux ce soir, après c'est comme ça. On a fait du bon boulot cette année. On aura embêté Angers le plus possible. On va dire la bonne chose dans cette affaire, c'est qu'on finit à la maison devant nos supporters, nos familles. Et on a un groupe qui a du caractère. On a vraiment du caractère. On était une famille. Donc c'est ça qui a fait la différence cette année entre guillemets. Défait 2-3 avec les larmes aux yeux, Nicolas Ruel a répondu aux interviews. Alors oui, cette défaite est amère, elle est même cruelle parce que Nice n'avait jamais atteint ce niveau en Ligue Magnus. Cette saison, les hommes de Marc-André Lévesque ont battu des records, marqué les esprits, changé de dimension. Spécialistes des remontées improbables, ils ont prouvé encore une fois qu'ils avaient leur place parmi les meilleurs. Alors oui, il y a des larmes au coup de sifflet final, mais une chose est sûre, ce groupe a marqué l'histoire du hockey niçois. L'avenir des Aigles s'annonce plus que prometteur. Et cette fois-ci, c'est moi qui prends le traditionnel quiz du chef. Tous nos chroniqueurs sont déjà là, alors on va commencer avec toi, Joseph. Les 2 prochains matchs sont cruciaux pour le Nice Rugby, tu nous l'as rappelé, contre Narbonne, 3e, et Albi, 1er. Alors, quels ont été les résultats des 2 dernières rencontres contre ces clubs en première partie de saison ? 2 défaites. 2 défaites, c'était le petit bonus. Alors, Albi s'était imposé au Nice Rugby, je crois, il me semble, 30... à 23, un truc comme ça, non, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, ils avaient chopé le bonus défensif et Narbonne, il s'était imposé assez largement plus de 10 points, je crois. C'est ça. C'est Narbonne qui avait gagné 31-20 et Nice-Albi, c'était 21-4. 21-4. Presque. 21-24. En tout cas, c'était 2 défaites, comme tu l'as dit, et surtout, c'était 2 défaites coup sur coup. Ouais. Chloé, un derby pour les 8e de finale pour nos clubs azuréens sur les 5 dernières derbies. Qui a remporté le plus de matchs ? Alors, cette saison, déjà, il y a un partout. Après, j'ai aucune idée. Je crois que cette saison, c'est 2 défaites. Non ? Arrête de donner des indices. Ah, pardon. Bon. Laisse le temps de réfléchir. Il me semblait qu'ils avaient gagné, mais du coup, on va tenter Cannes. C'est effectivement Cannes, mais combien de victoires pour Cannes ? Sur les 5. Sur les 5 dernières rencontres entre les 2 clubs. 4 C'est ça. 4 victoires. Cerise sur le l'année cadeau. Dernière, je crois. Cerise sur le cadeau. Exactement, cerise sur le cadeau. Ça va rester celle-là. Alors pour toi, Lisa, Oula. sur la série de playoffs, on va remettre peut-être un couteau sur la plaie des Niçois. Oui. Alors, sûr, je ne sais pas, mais dans Dedans, on va remuer le couteau. Quel a été le meilleur buteur des Aigles durant ces playoffs ? Oh bah Jordan Munier. Oui. Ouais, c'est ça, combien de buts ? Trop facile. Alors, je crois que c'est 4 buts et 2 passes D. C'est 3 buts et 2 passes D. Ah. J'ai été induit en erreur par Joseph. Pour toi, Anthony, je te fais quand même une petite question, c'est important. On parle un peu de statistiques de la Roca Team Monaco à la 3e meilleure attaque d'Euroleague avec combien de points en moyenne par match ? Alors, je dirais, allez, on va dire 87,5. Oh, plus. 90. C'est moins. Ah, j'étais pas loin. Dernière chance, 89. en fait. 89,8. Non, 90, voilà. J'aurais pu dire oui. Elle est dure là. Non, effectivement, c'est 89,8. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Bon, Daniel n'est pas là pour sa petite question. Pas de question pour Daniel. Est-ce que vous voulez la question pour Daniel pour tenter de jouer pour gagner absolument rien sur un ballon. Toi de la poser, c'est toi qui l'as fait, mon cher Anthony. Pour tenter de gagner un robot mixeur. Là, puisqu'on est dans téléachat. Tiens, elle est là. Merci Lisa, je me suis perdu dans mes fiches. Alors, quand remonte la dernière victoire de l'OGC Nice contre le PSG ? Ça se joue entre Joseph. Non, facile, l'année dernière. C'est au ça, Parc des la Princes. Ah bah c'était en avril. Le score
Les il y buteurs avait et eu la minute. 2-1 et but de Morgan Sanson, il me semble. Qui était prêt, c'était 3-1. Les buteurs, malheureusement, je ne les ai pas. Bah, je sais que Morgan Sanson est marqué. Oui, j'ai des souvenirs. Bon, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là ce soir, mes chroniqueurs. Merci à Roman Chaffard à la photo. Merci à Luc Nicolas qui nous a fait un petit big up à la régie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et rendez-vous mardi prochain.